Au Japon, plus de 2 millions de jeunes peu qualifiés n'ont pas d'autre choix que de vivre de petits boulots mal payés. Trop pauvres pour s'établir et créer une famille, ils contribuent à la dénatalité du pays, qui en 2050 aura perdu un quart de sa population. Ce sont les perdants du modèle japonais. Pour désigner ces jeunes précaires d'un nouveau type, la société japonaise a inventé un terme, friteur. Eriko Fuse, surnommée Tama, 28 ans, est friteur depuis 10 ans. Elle a quitté l'école après le collège et a enchaîné toutes sortes de petits boulots. Lorsque je travaille vraiment, je gagne ma vie irrégulièrement. Le maximum a été 200 000 yens par mois, 1760 €. Mais à cette époque, j'avais 3 boulots différents en même temps. J'enchaînais plus de 10 heures par jour, 7 jours sur 7, sans pause, ce qui équivaut au salaire d'un CDI. Et quand je travaille 3 à 4 jours par semaine, je gagne 100 000 yens par mois, 880 €. Quand j'étais sans travail, j'avais à peine 20 000 yens par mois, 200 €. Les gens sont dans une situation atroce. On trouve du travail par Internet, avec les téléphones portables ou les annonces sur des prospectus distribués dans les quartiers. Il y en a beaucoup qui trouvent par les prospectus. Sinon, on s'inscrit dans une agence d'intérim qui transmet les infos par SMS, par exemple, « Demain, travail entre telle et telle heure ». Je veux que ma vie soit plus stable. Mais je crois que c'est difficile. J'ai pas vraiment de diplôme non plus. Alors j'ai renoncé à la stabilité d'un travail à plein temps. Je me demande comment je vais évoluer dans ma pauvreté. Les friteurs qui n'appartiennent à aucune entreprise sont cuisiniers, coursiers, vendeurs, réceptionnistes. Ils travaillent de jour comme de nuit, le week-end et les jours fériés. Pour la plupart, ils ne bénéficient d'aucune aide sociale. Et certains dorment dans des lieux ouverts la nuit, comme les McDo, les saunas ou les cafés Internet. Depuis quelques années, les friteurs bénéficient du soutien d'artistes qui ont connu les mêmes galères qu'eux et qui essayent de sensibiliser la population au désarroi des jeunes. Après des études à l'Université des Beaux-Arts de Tokyo, Shohei Kawasaki a écrit « Les réfugiés des cybercafés ». À l'origine, ces facilités ouvertes 24 heures sur 24 étaient destinées aux gens qui voulaient se distraire quelques heures ou aux banlieusards coincés en ville. Pour 13 €, les clients peuvent boire, prendre une douche et utiliser un box pendant quelques heures. Quand il a décidé de ne plus habiter chez ses parents, Shohei a vécu pendant plus de 2 ans dans un cybercafé. Parfois, je n'ai qu'une pièce de 500 yens en poche, 5 €. Je dois alors choisir entre les cigarettes ou manger. Souvent, je choisis de fumer. C'est dur de ne vivre qu'avec des cigarettes et une boulette de riz. Quand je fume, ça me donne soif. Alors je bois du café ou du soda. Sans ça, je ne bois pas, je mange presque pas. Rien qu'avec de la caféine et du tabac, ça fait passer le temps. Je m'installe dans mon box. Ici, je peux lire des mangas, boire, fumer. Mais je viens pas pour ça. Une fois dans mon box, je sors mon cahier et j'écris. Quand je suis fatigué, je dors. Et le matin, je me lève. Je ne change pas d'habit. Il y en a peut-être qui le font.
Peut-être que je cherche juste à être totalement seul. On pourrait argumenter en disant qu'il suffirait de rester chez soi, dans sa chambre. Mais à la maison, on subit la vie en communauté. Ici, il n'y a rien de tout ça. Shohei rend visite à ses parents dans la banlieue de Tokyo, à Saitama. J'ai quand même l'impression que de nos jours, puisqu'on laisse faire aux jeunes tout ce qu'ils veulent, ils se ramollissent. Travailler ou se marier n'est plus nécessaire dans la vie. On n'a plus besoin de se fixer. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Dans le cas de ma génération, chacun traçait sa voie. Je suis de la génération du baby-boom. Nous étions pleins de dynamisme. Nous avions la force d'agir unis. Je crois qu'on n'avait pas d'autre choix que de travailler. Paradoxalement, ça a été assez facile pour nous. C'est difficile pour nos enfants maintenant. On dit qu'ils n'étudient pas, qu'ils sont désorientés. Mais je ne peux pas trop les critiquer. Moi, je vois surtout des jeunes qui baissent les bras. Si un jour les jeunes se décidaient à agir, peut-être qu'il ne serait pas trop tard pour un meilleur avenir au Japon. Les parents de Shohei ont connu le Japon de l'âge d'or, entre 1955 et 1990. À l'origine du miracle économique, un nouveau pacte social. Pour reconstruire un pays ruiné par la guerre, les millions d'employés se sont donnés corps et âme aux entreprises. En contrepartie, les patrons ont accordé à leurs salariés emploi à vie et protection sociale. Les inégalités avaient quasiment disparu et la grande majorité de la population était fière d'appartenir à la classe moyenne. Cette dynamique a permis au pays de devenir en 20 ans la seconde puissance mondiale. Diplômé de la plus prestigieuse université de Tokyo, Makoto Yuasa devait intégrer l'élite, mais il a préféré se consacrer aux démunis. Il dirige un réseau de lutte contre la pauvreté et il est conseiller du nouveau gouvernement de centre-gauche. Il a récemment fait améliorer le système d'aide sociale pour les personnes en grande difficulté. Jusqu'aux années 90, la société japonaise était constituée de 3 parapluies. Le premier parapluie était l'État. Son credo industriel, rattraper l'Europe et la dépasser. L'État soutenait l'industrie pour que les entreprises ne coulent pas. Sous le parapluie de l'État, il y avait ensuite le parapluie des grandes entreprises. Sous le parapluie des entreprises, les sous-traitants et les employés à vie. À l'époque, ces employés étaient essentiellement des hommes. Et sous le parapluie de ces hommes, la famille, femmes, enfants et les grands-parents. La fermeture de ces 3 parapluies a fait beaucoup de victimes.
Aujourd'hui, de plus en plus de gens se retrouvent sous la pluie, ce qui change radicalement les conditions d'emploi par rapport à la génération de nos parents. The next station is Kanda. The doors on the right side will open. Dans les années 80, pendant la période de la bulle économique, certains jeunes diplômés ont refusé de se sacrifier au travail comme leurs parents. Leurs revendications et leur idéal de société pouvaient sembler excentriques au Japon. Choisir d'exister pour soi et profiter de la vie, en prenant les petits boulots qui se présentaient. Un peu comme s'ils avaient été touchés tardivement par le vent de révolte et l'esprit de liberté de mai 68. Shunsuke Sugita est membre de l'association Fritters Free, un groupe de réflexion qui s'intéresse aux problématiques du travail, des friteurs et des femmes. Il a publié en 2005 une étude approfondie sur la situation des friteurs qui fait référence. Le terme de friteur est apparu pendant la seconde moitié des années 80. Au début, le journal de publicité Recruit a inventé ce terme pour désigner les jeunes qui vivent librement, sans les contraintes d'un salarié employé à vie. C'est une abréviation de Free Arbeiter, un mot hybride d'anglais et d'allemand. Le genre de formule qu'aiment les Japonais. Une image de liberté a ainsi été créée. Il y a même eu un film, Friteur, très pétillant, qui donnait une image positive et rayonnante du friteur. Au cours des années 90, à cause du marasme dû à la déflation qui n'en finissait pas, la situation des friteurs s'est transformée en celle des travailleurs jetables après usage, c'est-à-dire des travailleurs à temps partiel qui mènent une vie difficile. La mondialisation a obligé les entreprises à se restructurer, à remplacer peu à peu les emplois à vie par des contrats précaires. Mettant astucieusement en avant l'image positive du friteur des années 80, les employeurs ont justifié des salaires toujours plus bas, en disant que ces petits boulots donnent aux jeunes la liberté qu'ils désirent. Aujourd'hui, au Japon, 34% des emplois sont temporaires, par intérim ou à temps partiel, contre 13% en France. Peut-être les autres pays développés finiront-ils par rejoindre le Japon avec un tiers du marché de l'emploi en intérim et en temps partiel. Tokyoで派遣のバイトをするようになり、東京ドームへ向かった。ほぼ半日、立ちっぱなしで人案内のプラカード持ちをやった。1日で7000円のバイトだった。Hiroki Iwabushi a réalisé un film autobiographique, Intérimaire en détresse, dans lequel il réaffirme son identité et revendique sa place dans la société. Ce qui m'intéressait, c'était parler de la vie difficile des intérimaires. J'avais 23 ans, je voulais exprimer comment à cet âge-là, on ressent les jours passés, ces moments où on se sent vivre. Les employés permanents et intérimaires arrivaient tous par cette entrée. Voici le vestiaire pour les intérimaires. L'uniforme que je mets est celui de l'agence, pas celui de l'entreprise. Les intérimaires n'ont même pas le droit d'utiliser les poubelles de l'entreprise. Voilà, tout était comme ça. Quand j'étais en dernière année de fac, une maison d'édition m'avait fait une promesse d'embauche. Mais pour être engagé, je devais obtenir mon diplôme. Malheureusement, j'ai été diplômé avec 6 mois de retard. J'ai donc raté la période des embauches pour les jeunes diplômés. Alors j'ai continué le petit boulot que je faisais. Je me suis dit que ça ne servait à rien de chercher un vrai emploi. Je pouvais continuer à vivoter comme ça.
無理に仕事を探さなくてもまあとりあえず生活はなんとかなっていて。マスコミや社会は俺を負け組や奴隷と呼ぶ。俺は誰に負けた？俺は誰の奴隷だ？俺の気持ちを勝手に代弁するな。Karine Amamiya participe activement depuis des années à rendre publique la cause des friteurs. Elle a publié plusieurs livres très lus comme « Nous avons le droit de vivre la précarisation des jeunes », dans lequel elle fait entendre la voix des déclassés et des démunis, les victimes d'un modèle économique en crise. Dans un pays où l'espace pour la contestation est pratiquement inexistant, cette ancienne chanteuse d'un groupe punk fait figure d'icône. J'ai moi-même été friteur entre 19 et 24 ans. Moralement, c'était une période difficile. Je n'étais qu'une travailleuse jetable, remplaçable à tout moment. J'étais pauvre et fragile psychologiquement. À 25 ans, j'ai publié mon premier livre, un reportage sur le suicide. Je voyais beaucoup de gens se suicider. Quand je me suis demandé pourquoi tant de gens se suicidaient, j'ai compris que ce n'était pas juste un problème individuel, mais un problème structurel de la société japonaise. Pour un Japonais, le fait de ne pas appartenir durablement à une même entreprise et ne pas être inclus dans la vie sociale de l'établissement équivaut à ne pas exister, pour les autres et pour soi-même. Ainsi, certains friteurs se sentent-ils fragilisés. Culpabilisés et isolés, ils intériorisent le rejet dont ils sont victimes et se cachent du regard des autres. D'où la difficulté pour les identifier, les aider, les comptabiliser. L'Union des friteurs est un lieu important de la vie associative et militante à Tokyo. Elle rassemble de manière informelle des travailleurs précaires en conflit avec leurs employeurs, à la recherche de conseils juridiques ou d'un soutien moral. Les bureaux sont partagés par des bénévoles qui viennent avec leurs problèmes, leurs revendications et leurs compétences. J'ai été licencié de la station-service où je travaillais en CDD. C'était un licenciement vraiment injuste. Le syndicat a contacté mon employeur pour demander des explications. On a fait un procès à la société et on a gagné le procès. Nous sommes tous là aujourd'hui pour fêter cette victoire. Quand je me suis rendu compte que je m'impliquais de plus en plus dans les activités de l'Union des friteurs, j'ai voulu devenir membre actif. Il faut faire savoir aux gens qu'ils ne sont pas isolés, qu'ils ont des endroits comme celui-ci pour parler.
L'engagement de Tama dans l'Union des friteurs lui permet de sortir de son isolement et lui donne une cause pour laquelle lutter. Tama s'occupe d'Erika, une jeune hôtesse de cabaret club en difficulté. Le travail des jeunes femmes comme Erika consiste à distraire des clients après leur journée de bureau en les faisant boire. Ce type d'emploi assurait auparavant des revenus décents aux femmes qui l'occupaient, mais il est lui aussi touché par la précarité. On a créé aussi la section Kabakura, hôtesse de cabaret. La plupart des filles qui viennent nous consulter n'ont pas eu le salaire qui leur a été promis, ni le salaire minimum garanti par la loi japonaise. Quand les patrons ne paient pas, on va discuter avec eux. Dans le cas des Kabakura, on distribue des tracts devant les bars pour réclamer les impayés. Ou bien on organise des manifestations. On fait tout ce qu'on peut. Le but de la manifestation est de se rendre sur le lieu de travail d'Erika afin d'obtenir le paiement de son salaire. La police les empêchera finalement d'aller jusqu'au cabaret. L'histoire d'Erika n'est pas si différente de celle des autres friteurs. Comme par exemple les vigiles ou les agents d'entretien, ils n'ont aucune stabilité. Leur salaire est minable. Et leurs employeurs les exploitent à fond. Pour la plupart, les friteurs n'iront pas chercher aide et réconfort à l'Union des friteurs. Dans cette société de compétition où ils ont échoué à obtenir un emploi régulier, ils se sentent fautifs et se refusent à condamner la société. Chacun est responsable de son destin. C'est de votre faute si vous en êtes là. C'est la phrase qu'ils ressassent dans leur solitude, relayée par les médias et leurs parents. Ils ont honte de demander des aides sociales. Certains choisissent de se fondre dans la ville, d'autres s'automutilent, entament de longues réclusions volontaires ou bien, dans l'absence totale de perspective, se suicident. Alors qu'en France, les jeunes vont manifester ou provoquer une émeute, les jeunes japonais ne se révoltent pas contre la société. Bien sûr, il y a des manifestations, mais ça reste très modéré. En fin de compte, les gens se font du mal à eux-mêmes. Le mécontentement contre la société n'est pas extériorisé, alors les gens retournent leur agressivité contre eux-mêmes. C'est cette situation que les Japonais subissent. Il faudrait plutôt lutter contre ça. La condition désastreuse des jeunes friteurs a fait irruption dans la société japonaise. Ainsi, en 2008, lors d'un entretien repris par tous les médias, Karine Amamiya provoque son interlocuteur en comparant le quotidien des friteurs d'aujourd'hui avec les conditions de travail dénoncées dans un classique de la littérature prolétarienne japonaise. Le bateau-usine de Takiji Kobayashi, publié en 1929. L'intendant et le contremaître s'acharnaient sur les ouvriers malades avec une perversité de marâtre.
Si un malade travaillait à la mise en conserve, il l'envoyait brusquement sur le pont pour le décortiquage. Puis, immédiatement après, il l'envoyait encore à l'étiquetage. Obligé de rester debout en faisant attention à ne pas glisser dans l'usine froide et sombre, le malade en question perdait toute sensibilité dans le bas de la jambe. Il avait l'impression d'avoir une prothèse à la place. Embarqués sur un vieux navire, 300 hommes, pêcheurs, ouvriers, marins, étudiants, sont envoyés en mer du Kamchatka pour pêcher le crabe. Ils s'unissent pour se révolter. Sur fond d'expansionnisme japonais et de rivalité avec l'URSS, le bateau-usine symbolise le système capitaliste et son équipage, la condition humaine. Je me suis dit que ce livre traite d'un problème qui est tout à fait d'actualité. Avec tous ces gens qui travaillent pour un employeur qui s'en fiche s'il meurt ou pas. Cela concerne aussi bien les jeunes que les personnes âgées. Tout le monde s'est laissé convaincre par l'idée que notre époque est celle du bateau-usine. Ce constat résonne très fort, comme un slogan. J'ai trouvé les propos de Karine Amamiya très pertinents et j'ai relu le roman. C'est vrai que, comme à l'époque j'étais friteur, j'éprouvais une empathie pour ce qui est décrit dans le roman. Il m'a semblé intéressant de relancer ce livre à notre époque. J'ai donc passé une commande au mois de mars. Là, j'ai commandé 150 exemplaires. Suite à cette interview, 674 000 exemplaires ont été vendus dans l'année. Un événement extraordinaire pour un livre habituellement vendu 5 000 exemplaires par an. Symptôme d'une société en crise, le succès du bateau-usine annonçait la chute quelques mois plus tard du Parti conservateur, au pouvoir sans alternance depuis 50 ans. L'engagement de certains jeunes en faveur d'une société plus équitable pourrait inciter l'État à plus de solidarité nationale. D'autant qu'une faille se creuse entre la génération des aînés qui ont un travail stable et celle des jeunes précaires. Tomohiro Akagi était friteur avant de devenir écrivain. En 2007, il a fait scandale en déclarant publiquement à propos des jeunes pauvres « Plutôt que de souffrir de discrimination et d'humiliation, mieux vaut la guerre et une souffrance partagée par tous. » L'emploi à la japonaise, c'est-à-dire l'emploi à vie, et avec une augmentation régulière de salaire. Tout ça, c'est pour protéger les gens qui sont dans le système. Mais les gens à l'extérieur du système n'en profitent pas. Alors la cohabitation n'est possible que si les gens en place cèdent ce qu'ils ont aux jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire s'ils se décident à partager leurs acquis. Sans ça, la paix sociale est impossible. Beaucoup de friteurs ont connu un échec scolaire et restent marqués par cet épisode de leur vie. Karine Amamiya a révélé les liens de corrélation entre l'école, la société et la situation des friteurs. L'école est le lieu de compétition par excellence. Dès notre enfance, on est entouré de rivaux.
On apprend aux enfants que plus on évince de concurrents, mieux on survit dans cette société inégalitaire. Et que si on n'avait pas cet état d'esprit, on ne survivrait pas dans cette société de concurrence rude. C'est pour cela qu'il ne peut jamais exister de confiance réciproque, parce que les camarades sont des rivaux. Cela vaut aussi bien à l'école qu'après la sortie de l'école. Dès l'école primaire, les élèves sont mis sous pression et accumulent au fil des années des centaines de cours supplémentaires en vue de devenir les meilleurs. Car au Japon, les entreprises recrutent leurs employés directement dans les écoles secondaires ou les universités et proposent aux meilleurs des emplois durables en nombre limité. C'est devenu un tel enjeu que même dans ce lycée privé et bien coté, les élèves s'inquiètent du travail qu'ils pourront trouver. 昔ってさ、結構前まで大学4年から就職活動だったでしょ。今って大学3年からやる人たちが多いのね。勉強するために大学入ったのに、そんな就職するためにそういう自分の好きなことを追求する時間が奪われちゃうのは嫌だね。私たちが大学に入ったら今の状態が悪化してたら。もっとひどい状況なわけでしょ。もしかしたら2年からになっちゃうかもしれない。失敗する人が多ければその分自分が成功できる可能性が上がるから、ちょっと自分のお金持ちになれるかもしれないというね。そこに行く。そう感じなくはないよね。フリーター悪いのかね。悪くはないと思う。フリーターと正社員の格差とかで、その最初は同じぐらいの位置から始まるけど、そのだんだんもう月日経つとその正社員の方がだんだん給料も上がって、フリーターはずっと一緒っていうのとか。人間に勝ち負けをつける、その人生に勝ち負けをつけるっていうのはやっぱりその負け組にされた人が、その人間性というかその人自体を否定されちゃったような感じがするから。やっぱりそういう格差とかはあんまり良くないと思う。Je crois que, comme tous mes contemporains, nous avons été élevés avec une discipline très stricte. Il ne fallait pas déranger et faire des choses déplaisantes aux autres. C'était notre principe. Même si Mei est bien adaptée à ce monde moderne, j'espère qu'elle fera sa vie sans déranger les autres. Si on ne respecte pas ses ancêtres, on perd ses racines et la vie devient terne et pauvre en sentiments. Ça m'attriste, alors j'espère que Mei gardera les usages et la tendresse. Il faut absolument respecter nos ancêtres. Je lui dis souvent. Mais je crois qu'elle n'a pas encore compris l'importance de nos traditions. Nous sommes dans une société de compétition. Donc, si on refuse la compétition, on ne pourra pas avoir une vie convenable. Quand je reçois en entretien d'embauche des friteurs en CDD qui veulent se la couler douce, je leur dis d'arrêter ce style de vie. Et que je ne pourrai pas les embaucher s'ils n'ont pas envie de travailler pour de bon. Je les critique parfois sévèrement. Certaines entreprises préconisent le changement du système d'emploi. Elles ne veulent plus embaucher les jeunes en CDI, mais en CDD. Ce n'est pas normal non plus.
faudrait réexaminer le système de rémunération pour qu'il corresponde à cette nouvelle forme d'emploi. Il faudrait une nouvelle organisation familiale et des assurances sociales. Dans ce sens, ce sont les friteurs en situation précaire qui sont le mieux placés pour réfléchir à ce genre de questions. Parce qu'ils ont été écartés dès le départ d'une vie stable, ce sont ces marginaux-là qui peuvent créer un nouveau modèle de vie. Quand les friteurs atteignent la trentaine ou la quarantaine, ils peuvent eux aussi vivre en sécurité, fonder une famille. Parce qu'ils savent se débrouiller là où il n'y a pas de modèle préétabli. C'est plutôt eux qui réussiront à créer un nouveau modèle, je pense.大体ムカついてるんですよ。ずっと子供の時から。なんかちょっと文句が言いたかったんですね。社会とか大人に対してとか、なんかすごく何でも切り離されて決めつけられている気がしたので、自分が思っていることとか自分が感じていることをDes friteurs, de nouvelles catégories d'exclus ont émergé dans les années 2000, comme les NEETs. Ce ne sont pas des friteurs, car ils ne veulent pas travailler. Ces jeunes, qui sont déjà 800 000, ont commencé par ne plus aller à l'école, incapables de s'adapter à la compétition. Ils vivent désœuvrés, isolés, à la charge de leurs parents et sont perçus comme des fainéants. Karine rencontre Atsuo Saito, qui revendique l'attitude NEET. Un nihilisme désespéré dans une société toujours centrée sur les valeurs du travail et de la consommation.年齢は32歳です。ニートだから可能性はあります。可能性あります。普通に会社員になって家庭持ってるやつより可能性はもう無限にあるから、ニートであることを卑下することは全くないですね。成功ってそんなんじゃないと思う。結婚して子供できてマイホームできて60まで勤めて年金もらいましたから成功ですって、まあ確かに成功かもしれないけど、まあ社会から外れたことで社会が見えてきたことですかね。社会から外れて社会がいかにおかしいか分かって、その社会の常識にとらわれることがいかにくだらないことかよく分かって、だから別にみんな会社員になりたがるけど、別にそれだけがゴールじゃないんじゃないかなって思いましたね。貧乏人だからできることがある。貧乏をフルに生かそうぜっていう。貧乏はある意味選ばれた人間。貧乏であることを恥じることはない。古事記だって不老者だって何だってビッグチャンスはいっぱいあります。可能性を諦めた時点であんたはただのクソニートだ。ニートだからこそできることいっぱいあるよ。そのためにはいっぱい大事な友達作ったり人脈作ったりして
Mon ouvrage le plus récent, c'est La culture qui se révolte. Le mouvement précaria est un mouvement pour l'existence et le travail. Mais il y a un aspect culturel là-dedans. Quand les pauvres se révoltent vraiment, ils dégagent une énergie très étonnante qui donne naissance à diverses sortes de cultures. Hajime Matsumoto est le fondateur du mouvement La Fronde des amateurs. Il gère des boutiques d'objets recyclés dans le quartier bohème de Koenji. À la différence des friteurs, Matsumoto milite pour une autre façon de vivre. Le moins de travail possible, le moins de consommation possible et s'amuser le plus possible. En ce moment, on parle de la société des inégalités. On distingue les gens en deux groupes, les perdants et les gagnants. En fait, on enferme les pauvres dans ce genre de catégorisation. Mais en réalité, dans un monde aux valeurs multiples, les pauvres représentent aussi une valeur. On n'a pas envie de se faire embarquer dans une économie globale. Nous, on ne cherche pas à faire changer les lois. On se révolte simplement contre une société dans laquelle on se sent enfermé. Une société où on nous dit quoi faire, comment vivre, comment avoir une situation stable. Mais il y a de moins en moins d'espace de liberté. Et c'est contre ça qu'on se révolte. Comme on est un rassemblement d'amateurs, on n'a pas envie d'être dirigé par une idée dominante ou quelqu'un d'emblématique. C'est plus l'idée qu'un mec qu'on ne comprend pas trop puisse faire un truc chouette. C'est plus ça notre point commun. Finalement, qu'est-ce que c'est la Fronde des amateurs ? Ce n'est pas du tout une organisation. Il y a beaucoup de magasins de récup, de friperies, des cafés, des bars, des gens qui font de la radio sur le net, d'autres qui créent des événements ou des films. Il y a plein de gens qui font des choses très variées, et tout ça est relié de façon très légère. On veut juste obtenir l'assurance de ne plus devenir SDF du jour au lendemain, de ne pas mourir de faim, de ne pas se suicider parce qu'on n'a pas d'argent. Cet objectif n'est pas encore atteint, alors on ne peut pas arrêter le mouvement. Mais le jour où on l'atteindra, on n'aura plus besoin de continuer. L'objectif, c'est de mettre fin au mouvement le plus tôt possible. 生きづらいのが正常、生きやすい人は異常、日常が僕たちの戦場、100万人のうつ病、地球温暖化、酸素がねえ、石油もねえ、味の素もねえ、ティッシュもねえ、エロ本もねえ、未来がない、ノーフューチャー、梅昆布茶、生きづらいのが正常、なりたくないのは脱腸、ちょっとした勇気を僕に、コンビニのエロ本のテープを外して中を見る勇気、勇気、勇気、勇気。どうなんでしょうね。Moi, je ne considère pas que le Japon d'avant, le super Japon, était si bien que ça. Par ailleurs, on nous traitait d'animal économique.
Mais derrière ce développement fulgurant, il y a de nombreuses heures supplémentaires non payées. Depuis les années 70, on parle de mort au travail par surmenage. Est-ce que ce Japon-là est bien? Je ne crois pas. Ça serait préférable que plus de gens se sentent heureux dans ce pays, même s'il doit perdre sa place de deuxième puissance économique mondiale. Certains Japonais disent qu'ils ont passé beaucoup trop de temps à copier les USA, jusqu'à en oublier d'être japonais, et qu'il est temps maintenant de retrouver leur identité profonde pour la faire découvrir au monde. D'autres pensent que les jeunes friteurs et précaires japonais préfigurent une nouvelle façon de travailler et de vivre dans un monde développé où les emplois stables se feront de plus en plus rares. La société japonaise saura-t-elle créer un nouveau modèle social? Un équilibre et une nouvelle répartition des richesses est à inventer. Vielleicht haben wir da gerade